Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui en quatrième, c'est l'étude de deux théories du 19e siècle, deux théories qui vont être résumées par une petite fiche d'exercice qu'on va voir ensemble, et ensuite par un cours que vous retrouverez toutes les deux, la fiche d'exercice et le cours déjà préécrit dans l'espace de la classe sur mon bureau numérique. Donc ces deux théories que nous allons étudier, c'est le communisme de Karl Marx et la théorie qu'il remet en question, qu'on appelle catholicisme social, et qui va donner ensuite naissance au mouvement du paternalisme des patrons. Donc une théorie plutôt, elle, capitaliste. Donc, essayons de comprendre déjà les différenciations entre le communisme d'un côté et le catholicisme social de l'autre. Donc sur la petite fiche d'exercice que je vous ai déposée sur l'espace des classes dans le dossier cours professeur, vous retrouverez là ces deux textes dans cette fiche d'exercice. Du côté gauche, le texte du communisme de Karl Marx, des extraits du manifeste du Parti communiste, livre qu'il écrit en 1848 avec Friedrich Engels, son compère. Et de l'autre côté, vous trouverez un extrait d'une encyclique du pape Léon XIII. Cette encyclique s'appelle Rerum Novarum. Les encycliques avaient toujours des noms latins, encore aujourd'hui d'ailleurs c'est le cas. Une encyclique, comme vous pouvez le voir en bas à droite, c'est une lettre envoyée par le pape à tous les évêques pour rappeler la position de l'Église sur un sujet. Parce que Marx, vous allez voir, en plus de vouloir la propriété publique et non privée, est farouchement anticlérical. Il considère que la religion, dit-il, c'est l'opium du peuple, et que cette religion, pour Marx, est un insigne de soumission bourgeoise. On avait commencé à le voir en classe. Donc une des théories bien spécifiques liées aux théories capitalistes qui naissent au 19e siècle et qu'on avait étudié avec le schéma du fonctionnement d'une entreprise capitaliste. Donc maintenant, on s'intéresse à la théorie du communisme et vous pouvez voir que vous avez 5 questions qu'on avait déjà commencé à voir avec une des deux quatrièmes, mais que vous allez pouvoir revoir là et compléter. Je vous ai mis ici deux définitions, la définition de ce que c'est les prolétaires, la définition de ce que c'est le socialisme en bas à gauche. Donc on regarde maintenant sur notre feuille la première chose à faire, c'est-à-dire la réponse à fournir aux 5 questions. Quand vous aurez répondu à ces 5 questions, revenez, mettez la vidéo en pause, essayez de voir les choses, et puis quand vous aurez répondu, vous revenez, et puis on fait les choses ensemble au niveau de la correction. Donc cette partie-ci. Vous avez tout vu? Alors regardons maintenant comment on peut organiser notre travail. Alors d'après Marx, effectivement, comme on l'a vu, il y a des catégories sociales qui s'affrontent. Alors vous les avez trouvées, il y en a deux. Vous avez d'un côté ceux qu'il appelle les dominants et de l'autre côté les dominés. Donc ceux qui dominent, pour Marx, vous l'avez vu, ce sont les bourgeois, et ceux qui sont dominés, il les appelle prolétaires. Le prolétariat, ils correspondent aux ouvriers. Donc deux catégories sociales, la bourgeoisie d'un côté, le prolétariat de l'autre. Ok, donc bourgeoisie, prolétariat, deux classes sociales qui s'affrontent. Pour Marx, ceux qui dominent, vous l'avez vu, c'est la bourgeoisie. Alors pour une raison précise, la classe sociale dominante est la bourgeoisie parce que, vous avez pu le voir, c'est elle justement qui a concentré les masses des prolétaires d'un côté et de l'autre côté qui a concentré la possession du capital dans la main des bourgeois. Donc la bourgeoisie, pourquoi? Parce qu'elle possède le capital. Donc voilà la classe sociale dominante, la bourgeoisie, parce qu'elle possède le capital. La lutte des classes, pourquoi a-t-elle lieu entre ces deux catégories sociales? Parce que vous avez une domination de l'un sur l'autre. Et que, manifestement, d'après ce que dit Karl Marx, la force des prolétaires doit augmenter, ils doivent prendre conscience de leur nombre, de leur masse considérable,
Et de l'autre côté, la bourgeoisie domine la société, c'est-à-dire qu'elle la domine notamment au niveau de la richesse et du pouvoir. Donc pour Karl Marx, la lutte des classes a lieu parce qu'il y a une différenciation sociale entre une classe dominée, le prolétariat, ceux qui possèdent leur force de travail pour justement gagner leur vie, et de l'autre côté, ceux qui possèdent le capital pour gagner justement leur existence, pour avoir de l'argent et pour dominer la société. Donc vous avez une opposition entre bourgeoisie et prolétariat, bourgeoisie dominante, prolétariat dominé. Donc la bourgeoisie est dominante, le prolétariat est dominé. Et ce prolétariat dominé, pour Karl Marx, il commence à vouloir se révolter. Donc prolétariat dominé qui veut se révolter. Et pour Karl Marx, cette lutte des classes doit aboutir à une solution. Une solution pour mettre un terme à cette lutte de pouvoir entre dominant et dominé. Et il le dit, lui, c'est qu'il faut qu'il y ait le renversement violent de tout l'ordre social passé. Un renversement violent de l'ordre social, c'est-à-dire une révolte, qu'il appelle même une révolution. Cette révolution, c'est le prolétariat qui devrait la faire contre la classe des bourgeois. Et Karl Marx dit même qu'elle va être violente, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des morts et que les bourgeois seront violemment dépossédés de leur capital par le prolétariat qui veut se révolter. Donc, une révolution, c'est la solution qui est proposée par Karl Marx, une révolution, et cette révolution devrait amener un nouveau système social d'après lui. Donc, d'abord, une révolution du prolétariat. Une révolution donc prolétaire. Et cette révolution prolétaire, dit-il, devrait amener un nouveau système de fonctionnement. Au lieu d'avoir une division de la société en deux, des opprimés d'un côté prolétaires, des opprimants de l'autre bourgeois, donc capitalistes, Karl Marx dit qu'il faut abolir la propriété privée. C'est-à-dire que vous ne devriez plus avoir le droit d'avoir des gens qui possèdent le capital. Tout devrait être possédé en commun. C'est pour ça que son nouveau système, c'est la dernière réponse, d'après lui, devrait s'appeler le communisme. Comme tout serait possédé en commun, si on va au bout de la pensée de Karl Marx, il dit ne devrait même plus y avoir d'État, puisque tout serait géré en commun, et il ne devrait plus y avoir de classe sociale. Donc le but du communisme, c'était même pas de tout donner à l'État pour le faire gérer pour l'ensemble de la population à l'État, d'après Karl Marx, il faudrait tout autogérer, gérer en groupe, gérer de manière collective. Donc c'est ce qu'on appelle la collectivisation notamment du capital. Et cette collectivisation, elle supprime par définition la bourgeoisie. On n'a plus le droit d'être bourgeois. Il n'y a plus de prolétaires d'un côté et des bourgeois de l'autre, puisque personne n'est patron de l'entreprise. L'entreprise appartient à ses ouvriers. Donc ce système, c'est le communisme d'après Karl Marx. Donc une révolution prolétaire, une abolition de la propriété privée, et qui amène le nouveau système du communisme. Donc ce nouveau système, le communisme. Et voilà. Donc ce système du communisme peut également être appelé le long du XIXe siècle socialisme. Les deux aujourd'hui n'ont plus exactement le même sens. Au XIXe siècle, ils l'ont encore. Donc regardez, le socialisme, c'est l'ensemble des doctrines qui dénoncent les abus du capitalisme et souhaitent créer une société d'hommes libres et égaux sans patron ni prolétaire, puisque la propriété serait non plus privée, mais une propriété publique. Donc une propriété collective. Donc le communisme, c'est la collectivisation des biens. Il n'y a plus de propriété privée, tout est possédé collectivement. Donc voilà le premier système qui est inventé par Karl Marx.
le principe du communisme, aussi appelé à l'époque socialisme, puisqu'il s'intéresse à la société dans l'ensemble et veut recréer une société des égaux, qu'il n'y ait plus une différenciation de catégories sociales. Vous remarquerez qu'il y a des grands perdants de ces systèmes communistes que Karl Marx imagine, c'est évidemment les bourgeois qui contrôlent à l'époque le capitalisme, donc qui sont patrons des entreprises et possèdent la richesse, mais également qui sont à la tête de l'État, vu qu'ils ont remplacé à partir de 1789 la noblesse qui n'existe plus à partir de la fin des privilèges. Donc la bourgeoisie qui prend la place de la noblesse ne veut pas se faire déposséder de son pouvoir politique comme de son pouvoir économique. C'est pour ça qu'on va retrouver des réponses au communisme, comme par exemple du côté droit de votre feuille, avec le capitalisme social. Et c'est le pape. Et finalement, c'est relativement compréhensible que le pape se mêle de tout ça, puisque l'Église était une grande propriétaire terrienne, que l'Église avait une forte influence, et que cette influence, elle a à la fois besoin, pour que l'Église puisse avoir des dons, de l'existence des riches, comme elle a besoin de l'existence des pauvres. Elle a donc besoin de l'existence de la catégorie des bourgeois, et une partie non négligeable des hautes autorités religieuses, les évêques, etc., faisaient finalement partie de la bourgeoisie. Ils ne possédaient pas forcément des entreprises, mais ils possèdent du capital, ils possèdent des biens, ils possèdent des terres, ils possèdent... Alors une partie est partie à la Révolution, mais l'Église est encore dépositaire d'une certaine richesse à ce moment-là. Et justement, cette idée d'égalité totale va rentrer en contradiction avec certains principes religieux qui sont énoncés dans le texte de droite, l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, et on a là-dessus 4 questions que vous pouvez vous poser. Donc posez-vous ces 4 questions et revenez ensuite sur la vidéo. Vous avez vu les choses? Alors, regardons maintenant la réponse à nos 4 questions. Donc, le pape Léon XIII, il dénonce certaines choses au sujet des relations entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Il dit justement que Marx est en erreur parce que les classes ne sont pas ennemies. Pour le pape, les classes sociales existent. L'erreur capitale, par contre, dit-il, c'est de croire que les deux classes sont ennemies, comme si la nature avait armé les riches et les pauvres pour qu'ils se combattent mutuellement. Donc il y a bien 2 classes sociales, mais les 2 classes sociales ont besoin l'une de l'autre, d'après le pape. Donc les 2 classes sociales ne sont pas ennemies, elles sont complémentaires. Si je vous écris des choses à côté de l'écran, ça ne va pas aller. Donc 2 classes sociales complémentaires. Et non ennemies. Voilà, vous me voyez taper, mais si je commence à faire du montage, après on en a pour des heures et des heures, ça m'évite d'avoir à monter les vidéos. Quelles sont, d'après le pape, les obligations des patrons et des ouvriers? Ça, c'est le 2e paragraphe qui nous le montre. Alors, l'ouvrier, lui, c'est tout simple, vous l'avez vu, il doit fournir quelque chose au patron. L'ouvrier fournit le travail. Il ne doit pas léser son patron, il ne doit pas léser dans ses biens, il ne doit pas faire preuve de violence. Bref, l'ouvrier doit travailler pour le compte du patron. Et le patron, quant à lui, il ne doit pas traiter l'ouvrier en esclave. Donner à chacun un salaire convenable. Et donc, si ces préceptes sont mis en place, d'après le pape, il ne doit pas y avoir de problématique de lutte des classes. Chacun doit rester à sa place. Donc, pour les patrons et les ouvriers, il y a donc des obligations. Les ouvriers doivent travailler sans révolte violente. Et les patrons doivent, eux, dans leurs devoirs principaux, donner un salaire correct aux ouvriers et ne pas le traiter en esclaves. Donc bien traiter les ouvriers et leur donner un salaire correct.
Vous remarquerez que le pape ne reprend d'ailleurs pas la nomenclature créée par Karl Marx, il ne reprend pas les termes de bourgeoisie et de prolétariat, car il dénonce la lutte des classes de Karl Marx, donc pour lui il dit que les deux noms de classe justement ne sont pas appropriés. Donc ouvrier d'un côté, pas trop pour l'autre, mais on repère bien là qu'il s'agit bien des bourgeois et du prolétariat. Le principe social, dans le dernier paragraphe que le pape demande absolument à respecter, et il y a une raison à ça, c'est, vous l'avez vu, la propriété collective. Il faut absolument, nous dit-il, respecter la propriété collective. La propriété privée, pardon, et répudier la propriété collective, c'est-à-dire ne pas mettre en place de propriété collective. Il faut rendre la propriété privée inviolable, c'est-à-dire impossible à supprimer. Ben oui, l'Église possédant justement en propriété privée des biens ne veut pas se voir déposséder de ces biens-là par une révolution prolétaire. Donc, d'après le pape, il faut respecter comme principe social absolument la propriété privée. Donc, Karl Marx, le pape, ils sont d'accord ou en opposition? Ben, ils ont des points, des pierres d'achoppement sur lesquelles ils sont d'accord. La première chose, c'est tous les deux disent qu'il y a bien deux classes sociales. Donc ça, c'est un point où ils sont en accord. Ils sont aussi d'accord pour dire qu'elles sont de richesse inégale et de puissance inégale. Donc la position sociale de ces deux classes est inégale. Mais le désaccord, il se fait sur la lutte des classes. Pour Karl Marx, la lutte des classes existe et doit mener à une révolution communiste. Et pour le pape, la lutte des classes n'existe pas. Et cette lutte des classes, donc qui n'existe pas, doit amener un respect de la position sociale de chacun, puisque les classes sociales seraient complémentaires et non ennemies. Donc le pape dit que la nature amène, comme il le dit dans le premier paragraphe, une situation sociale différenciée contre laquelle tous les efforts sont vains. C'est-à-dire qu'il est naturel. Alors quand le pape parle de nature, il parle en fait de la nature créée par Dieu, donc il parle de la volonté divine. La volonté divine, c'est que chacun reste à sa place, nous dit le pape. La nature a mis en place des gens plutôt riches et des gens plutôt pauvres. Tout le monde ne peut pas être élevé au même niveau. Il ne peut pas y avoir d'égalité de fait, nous dit le pape à ce moment-là. Il existe des riches, il existe des pauvres, chacun a une position sociale complémentaire des autres, les riches ont besoin des pauvres, les patrons ont besoin des ouvriers, mais doivent bien les traiter. Voilà ce que dit le pape. Alors ça, c'est un principe justement capitaliste qu'on peut appeler catholicisme social, et vous vous en doutez bien, ce principe va être repris par beaucoup de patrons qui vont d'un côté bien traiter leurs ouvriers afin d'éviter les révoltes dont ils ont très très peur, et de l'autre côté, continuer eux-mêmes en tant que bourgeois à gérer leurs entreprises. Donc vous avez bien deux positions sociales différentes qui sont visibles sur votre fiche. D'un côté, vous avez le communisme ou socialisme de Karl Marx, et de l'autre côté, le catholicisme social, que l'on reverra par la suite sous le nom de paternalisme, c'est-à-dire que les patrons vont se considérer comme les pères, entre guillemets, de leurs ouvriers, pour bien les traiter, tout en restant dans une domination de classe au-dessus d'eux. C'est le cas au XIXe siècle, le paternalisme du patronat. Donc voilà, d'un côté communisme, de l'autre paternalisme. On résume le tout sur la fiche que je vous ai distribuée dans une des classes et que vous retrouverez d'ailleurs dans votre espace des classes. Celle-ci, le grand 4, la lutte des ouvriers pour la hausse de leur niveau de vie. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans la naissance du socialisme, le mouvement politique qui lutte contre l'exploitation économique des ouvriers et les inégalités sociales. Aujourd'hui, socialisme et communisme, c'est plus
des synonymes. C'est le cas jusque dans les années 1920 par contre. Donc le texte de référence du socialisme, c'est le manifeste du Parti communiste publié en 1848 par les Allemands Karl Marx et Friedrich Engels. Ils encouragent les prolétaires à l'action révolutionnaire pour renverser la domination de la bourgeoisie et confier à l'État les moyens de production. Ce ne sont pas les bourgeois qui possèdent le capital, donc le moyen de produire, c'est l'État qui doit dans un premier temps le gérer pour l'ensemble de la population. Ceci fait en sorte qu'il n'y a plus d'un côté des bourgeois et de l'autre côté des prolétaires. Il n'y a plus des gens qui travaillent et de l'autre côté des gens qui possèdent le capital. Les entreprises sont possédées par l'État qui doit répartir d'ailleurs les profits, donc les bénéfices, à égalité. Ce qui fait que chacun gagnant la même chose, on devrait être dans une situation d'égalité et d'équité extrême d'après Karl Marx. Alors en France, ce principe va être représenté par un parti socialiste qui est créé par Jean Jaurès et qui s'appelle la Section française de l'Internationale ouvrière, puisque Karl Marx et Friedrich Engels pensent, comme il faut une révolution mondiale, qu'il faut regrouper dans des internationales, donc dans des associations de partis qui sont multi-étatiques, multinationales, tous les partis qui veulent la révolution prolétaire contre l'ordre bourgeois. Donc en 1864, les partis socialistes, les partis communistes qui se créent sont regroupés dans la première internationale. Et en 1905, en France, la SFIO, Section française de l'Internationale ouvrière, puisque forcément ces partis se destinent plutôt aux ouvriers, aux prolétaires, se crée. Alors notre fameux Jean Jaurès, le voilà. Alors qui est Jean Jaurès ? Regardez. Vous allez voir qu'il n'est pas que communiste, il est aussi pacifiste. Donc voilà, comme vous avez pu le lire, il se rallie aux idées socialistes, donc à l'époque aux idées communistes, et il met en place la SFIO. Il est même pacifiste et partisan de la paix lors de la Première Guerre mondiale. Il est assassiné par un militant nationaliste qui voulait justement une puissance forte de la nation quelques jours avant le début de la Première Guerre mondiale. Alors regardons le statut de la SFIO. Création donc de la SFIO, côté droit de votre fiche. Donc, section française de l'Internationale ouvrière. C'est la déclaration commune de la commission d'unification. Alors, regardons et prouvez-moi que la SFIO est bien un parti communiste. Regardez bien le document côté droit. Alors, vous avez vu ? Regardons ensemble. Donc, on nous dit première chose, le Parti socialiste est un parti de classe. Donc, de classe sociale. Donc ça nous montre bien là qu'il y a une lutte des classes, donc c'est un premier élément qui prouve que c'est communiste. Il y a une lutte des classes qui veut transformer la société capitaliste en société communiste. Donc là c'est clair et net, on veut une révolution communiste de l'ordre établi. Par son but, son idéal, les moyens qu'il emploie, le Parti socialiste, tout en poursuivant la réalisation de réformes immédiates, n'est pas un parti de réforme, mais un parti de lutte des classes et de révolution. Donc qu'attend le parti de la SFIO ? Il attend une révolution prolétaire contre l'ordre bourgeois. Mais en attendant, que veulent-ils faire ? Eh bien, ils veulent faire des réformes, c'est-à-dire des transformations. Donc, pour faire ces transformations, il faut être aux affaires. Donc, ce parti va tenter d'avoir des élus lors de différentes élections à partir du moment où il y en a en France. Et ces élections vont leur permettre éventuellement d'avoir des députés, d'avoir des maires, etc. etc. Et cette SFIO donc, va développer son pouvoir politique dans le but de réformer. Mais à ce moment-là, son but ultime, c'est le grand soir, comme l'appellent les communistes, c'est-à-dire la lutte des classes et de la classe du prolétariat dans le but de faire au final une révolution prolétaire contre la bourgeoisie. C'est bien ce que nous montre le schéma de la lutte des classes d'après Karl Marx, que vous pouvez maintenant regarder du côté gauche. Donc cette lutte des classes entre les ouvriers, les prolétaires exploités et les patrons, les bourgeois exploiteurs, doit amener une révolution. On a une représentation des prolétaires par l'État qui supprime la bourgeoisie. Et comme les profits vont être partagés à égalité entre tous, il n'y a plus de prolétaires puisqu'il n'y a plus de gens qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Et pour Karl Marx, il s'agit du paradis sur terre, il s'agit d'une société de l'équité et de l'égalité au sens strict. Donc voilà, nous avons étudié donc aujourd'hui deux théories politiques
différentes des théories politiques et des théories également économiques qui naissent au XIXe siècle. D'un côté, le communisme de Karl Marx et Friedrich Engels, et de l'autre côté, le catholicisme social, représenté ici par un texte du pape Léon XIII, mais qui va se retrouver dans le paternalisme de beaucoup de patrons qui ont peur d'une révolution prolétaire, une révolution donc de leurs ouvriers contre leur statut bourgeois et leur possession du capital. Donc voilà comment au XIXe siècle, par différents partis qui vont commencer à le représenter et par des syndicats que l'on étudiera la fois prochaine, les ouvriers vont commencer à lutter pour la hausse de leur niveau de vie, pour de meilleures conditions de travail et de meilleures conditions de vie, dans le cadre de leur lutte pour obtenir des droits que vont progressivement leur donner, soit par volonté, soit par peur de la révolte, les patrons capitalistes des entreprises, donc la classe des bourgeois. Mais ceci, ce sera pour la prochaine vidéo. En attendant, très bonne journée à tous et à toutes.